aussi des secousses musculaires au niveau oculaire bilatéral, ce qu'on appelle les myoclonies périoculaires bilatérales. Et vous pouvez aussi rencontrer de réelles crises convulsives, c'est les crises tonico-cloniques généralisées, d'accord? C'est ce que vous avez l'habitude de voir et qui est spectaculaire. Sûrement, vous avez rencontré cette situation aux urgences ou bien dehors, un sujet qui tombe et qui commence à faire des mouvements aux quatre membres, il est inconscient, avec de la salive qui sort de la bouche. Ça, c'est crise tonico-clonique généralisée. Donc, devant cette forme d'état de mal confusionnel qu'on appelle état d'absence, on peut rencontrer chez certains sujets l'association de crise tonico-clonique généralisée. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, vous m'entendez? Est-ce que, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, j'étais en train de parler dans Ah, très le... bien. Ah, très bien, très bien. Je continue, Oui, madame? bien sûr, bien Ah, sûr. très bien, très bien. Donc, quel est le diagnostic différentiel devant cette situation? Quand vous avez une confusion mentale, comme ça, chez un sujet qui est épileptique ou non épileptique, vous avez en premier l'ictus amnésique. C'est quoi un ictus amnésique? Je vais vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un qui sort le matin de chez lui, il est dans son jardin, il oublie qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, et il oublie qu'il est marié, il a des enfants, et ça dure 24 heures, toute une journée. Vous faites une imagerie cérébrale, il n'y a pas de lésion ischémique, il n'y a pas d'AVC. Vous faites l'EEG, l'électroencéphalographie, il n'y a pas d'anomalie épileptique, et tout revient normal le lendemain. Ça dure 24 heures. C'est ce qu'on appelle ictus amnésique. Et ça se répète une fois dans la vie. Et ça touche des sujets autour de cinquantaine d'années. C'est ça, c'est un ictus amnésique. Il peut mimer un réel état d'absence, un réel état de mal confusionnel. Vous avez aussi un épisode psychiatrique, inaugural par exemple. Un épisode psychiatrique, il peut mimer un état confusionnel. D'où l'intérêt de faire l'EEG. L'EEG, c'est lui qui vous dit qu'il s'agit réellement d'une situation épileptique et pas autre. Autre situation aussi, comme diagnostic différentiel, encéphalopathie toxique. Je suis sûr que vous avez rencontré dans votre pratique quotidienne les encéphalopathies toxiques, que ce soit l'intoxication monoxyde de carbone, les encéphalopathies métaboliques aussi, chez les sujets avec insuffisance rénale, insuffisance hépatique. Il faut savoir, vous n'allez pas voir le tableau typique raconté dans la littérature avec astérixis, c'est-à-dire des mouvements aux membres supérieurs. Vous pouvez trouver juste un tableau au début où vous avez que la confusion mentale. D'accord? Donc, gardez en tête trois situations qui peuvent mimer un réel état de mal confusionnel. C'est l'ictus amnésique, un épisode psychiatrique et les encéphalopathies toxico-métaboliques. Toxiques, je rappelle, qui sont fréquents lors de la période hivernale. C'est fréquent en Algérie, vu qu'on utilise un chauffage qui n'a pas d'évacuation. Vous voyez, vous trouvez chez les commerces, ils vendent des chauffages qui n'ont pas d'évacuation et ça risque, et on risque d'avoir une intoxication au monoxyde de carbone.
Euh, Pas forcément avoir le coma. On peut avoir une confusion mentale. Un sujet qui prend son bain ou bien il utilise un chauffage qui n'a pas d'évacuation et il peut faire une confusion mentale. Et c'est quand vous faites le jet, vous trouvez rien et c'est dû à l'intoxication au monoxyde de carbone. Très bien, donc le seul examen complémentaire qui permet de dire il s'agit d'une épilepsie, c'est le EEG. Et le EEG, on peut le réaliser en urgence. J'ai dit que c'est un examen qui est facile, il n'est pas invasif, et on peut le répéter. Donc, qu'est-ce qu'il va montrer? Il va montrer des anomalies épileptiques. Je vais vous montrer sur un tracé quelles sont les anomalies épileptiques. Donc, ce type d'anomalie, soit on va les trouver d'une façon organisée et qui va donner ce qu'on appelle état d'absence typique, soit d'une façon irrégulière qui va donner ce qu'on appelle état d'absence atypique. Je vais vous montrer sur le tracé. Voilà, sur ce tracé, vous voyez. Donc, ce que vous voyez comme très gras, c'est de réelles anomalies épileptiques. Elles touchent toutes les régions du cerveau. Ce qui est représenté au-dessus, c'est l'hémisphère, par exemple, c'est l'hémisphère gauche, pardon, pardon, c'est l'hémisphère droit parce que vous avez des chiffres pairs et en bas, vous avez les chiffres impairs. Les chiffres impairs représentent l'hémisphère gauche. Donc, vous avez des anomalies qui sont localisées sur toutes les régions du cerveau, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc, c'est diffus, c'est une épilepsie généralisée, mais beaucoup plus en faveur de ce qu'on appelle un état de mal confusionnel. D'accord? D'habitude, chez un sujet normal, on n'a pas ces grapho-éléments qu'on voit maintenant. Et la suite, c'est disparition de ces anomalies après injection de benzodiazépine. Justement, le traitement, on peut le faire en urgence. Soit vous avez le clonazepam, c'est le Rivotril. On peut le réaliser ça dans des centres où on a un EEG, d'accord? Soit les urgences où il y a la réanimation à côté, ou bien les urgences de neurologie, ceux qui disposent d'EEG. Ceux qui ont un EEG, ou bien ceux qui peuvent réaliser un EEG, ils font l'injection en même temps, c'est-à-dire durant l'enregistrement. L'injection, par exemple, on donne une petite dose, un quart de la dose. L'ampoule, c'est 1 milligramme, hein, le clonazepam. Vous donnez, il faut injecter un quart de la dose. Et il faut la diluer. Je rappelle, il faut toujours respecter les recommandations. On ne donne jamais l'injection directe du benzodiazépine ou bien du Valium. Si vous n'avez pas le clonazepam, vous pouvez utiliser le Valium à 10 mg. Donc, on donne un quart de la dose. Si vous voyez sur l'EEG, il y a disparition des anomalies, tant mieux. Il ne faut pas encore injecter. Si les anomalies ne disparaissent pas, il faut injecter l'autre quart, d'accord? L'autre quart ou bien l'autre moitié pour voir. C'est comme un test thérapeutique. C'est ce qu'on appelle test thérapeutique. En même temps, il constitue le traitement de l'état d'absence. Vous faites l'injection, il y a disparition des anomalies et elle va plus se répéter sur le tracé. Et sur le plan clinique, le sujet va retrouver une conscience normale. D'accord? Donc, c'est ça le traitement de l'état d'absence. C'est un test à la fois test thérapeutique et à la fois c'est le réel traitement de cet état de mal confusionnel. Donc, si vous ne donnez pas ce traitement, le sujet va traîner avec ces anomalies durant une semaine et par la suite, ça va donner sur le plan clinique des troubles cognitifs qui sont irréversibles. Là, c'est un autre tracé d'état d'absence, d'accord? Toujours les anomalies, elles sont diffuses. Donc, on a dit que le traitement, c'est les benzodiazépines.
L'idéal, c'est d'utiliser le clonazepam. Si vous n'avez pas le clonazepam, vous utilisez le Valium, c'est-à-dire le diazépam. Mais l'idéal, c'est le clonazepam. Il va normaliser le EEG et il va faire disparaître la confusion mentale. Donc, vous voyez, en urgence, on peut régler sur place. Si on a les résultats à l'EEG, on fait le test thérapeutique et c'est le traitement. Ça va plus se répéter. Donc, je ne sais pas, est-ce que il y a des questions jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Ou bien on progresse avec la Je présentation préfère que vous progressiez. Entre-temps, D'accord, eux, ils écrivent leurs questions. Comme ça, d'accord, quand il vous allez prépare. rentrer dans le débat, ah, vous allez faire un cas clinique. Eh bien, ça tombe très, Exactement. très bien. Là, ils verront s'ils sont fixés par rapport à tout ce qui se dit Voilà, vous êtes invité. auparavant. Si vous avez, très bien, si vous avez des questions, il faut profiter. On est là pour débattre, c'est pour transmettre. Ils les Oui. écrivent. Et au fur et à mesure, avec le cas clinique, vous allez remarquer D'accord. s'ils Voilà, ont bien n'importe quel suivi. moment, s'ils ont des questions ou bien des commentaires à faire, on est ouvert à répondre. Il n'y a pas de souci. Il faut pas, c'est pédagogique pour tout le monde. Donc, le premier cas D'accord. clinique, c'est un cas clinique réel. C'est un cas clinique réel. C'est une patiente pardon, c'est un patient âgé de 65 ans. C'est un cinéaste de profession. Je pense qu'il est connu. Je ne vais pas donner son nom. Il est connu. Il a réalisé beaucoup de films sur la Casbah d'Alger. Il est suivi pour épilepsie généralisée depuis plusieurs années. Traité, libre de crise. Il faut savoir que pour les médecins généralistes, qu'en neurologie, on fait des consultations spécialisées d'épilepsie. Quel est l'objectif de ces consultations? C'est pour justement le suivi de ces patients épileptiques, pour savoir, par exemple, on reçoit le patient, il commence à faire des crises, par exemple, une fois chaque jour, on met fréquence quotidienne. L'objectif de la prise en charge, c'est d'arriver à une crise par semaine, ensuite une crise par mois, ensuite une crise par 6 mois, et par la suite, c'est une crise par année. Une fois il est libre de crise, après 2 ans ou bien 3 ans, c'est cas par cas, on peut dégraisser le traitement, voire faire l'abstention thérapeutique. En réalité, c'est ça l'objectif des consultations d'épilepsie. C'est d'arriver à avoir un patient libre de crise. Soit on diminue si on arrive, soit libre de crise, mais parfois il y a des situations où vous êtes devant une épilepsie pharmacorésistante. Là, c'est des cas particuliers. D'accord? Mais gardez en tête l'objectif des consultations d'épilepsie, c'est d'avoir zéro crise en quelque sorte. Et justement, c'est le cas de ce patient âgé de 65 ans qui était libre de crise pendant plusieurs années, juste sous le Gardénal à 50 mg, le phénobarbital. Il n'est pas cher, juste une petite dose et il fait plus de crise. Là, quand il est venu alors que je suppose qu'il a arrêté les consultations après plusieurs années, mais il garde le traitement quand même. Et il est suivi, je pense, chez des médecins à titre externe ou bien des médecins généralistes qui renouvelent l'ordonnance. Quand il est venu aux urgences de neurologie, il est venu pour confusion mentale avec arrêt d'activité en cours. C'est-à-dire, le patient, quand je suis rentré au box d'urgence, je le trouve en train de discuter avec le résident qui était de gars. À un moment donné, il arrête, comme s'il fait une absence. Il parle, ensuite il arrête son discours pendant 10 secondes, 15 secondes, ensuite il reprend ce qu'il était en train de dire. C'est incroyable. Donc c'est ce qu'on appelle arrêt d'activité en cours. Et nous, on n'a pas l'habitude de voir ça. Avec une confusion mentale. Le sujet, il était, on dirait, obnubilé. Quand vous posez les questions, les deux questions que j'ai dites tout à l'heure, Monsieur, vous êtes où? Monsieur, on est quel jour? S'il n'arrive pas à répondre, c'est une confusion mentale. Et je vous rappelle, je suis sûr que vous connaissez ça, la confusion mentale, elle s'intensifie beaucoup plus le soir, la nuit. Le jour, elle peut passer comme ça inaperçue. Mais la nuit, elle est très évidente. On vous ramène le sujet, il va lui-même raconter, il va vous dire, j'étais à la maison, je rentre dans une chambre, j'arrive pas à reconnaître ma chambre,
je suis pas moi-même, ça c'est confusion mentale aussi. D'accord? Donc, désorientation temporo-spatiale, mais elle est intense le soir, quand il y a le calme. C'est beaucoup plus quand il y a la nuit. D'accord? Donc, le contexte, ces manifestations, ils sont survenues 24 heures après intoxication alimentaire. Il a mangé pizza dehors, il a eu diarrhée, vomissement. 24 heures après, il y a eu ces manifestations. Je suis sûr, quand vous êtes aux urgences, vous dites il s'agit des complications d'une intoxication, sûrement une déshydratation. On a pensé comme ça, une déshydratation, une personne âgée de 65 ans. On a fait un bilan métabolique à la recherche d'une hyponatrémie. On n'a rien trouvé. Le ionogramme était normal. On a fait quand même une imagerie. Il ne faut pas oublier que même un accident vasculaire cérébral ischémique, il peut donner un tableau inaugural d'un état de mal confusionnel. Il faut le savoir. Ça peut se manifester sous forme d'un état confusionnel. Par exemple, une lésion ischémique au niveau de la région temporale, elle va pas donner un déficit moteur. Il faut pas s'attendre à une paralysie faciale, un déficit moteur. Elle va donner une confusion mentale. Vous voyez, le seul examen qui peut vous dire il s'agit d'une origine épileptique, c'est l'EEG. Vous faites l'imagerie, vous ne trouvez rien. Justement, imagerie cérébrale, scanner cérébral, IRM cérébral, normal. Bilan métabolique, normal. Mais on savait quand on a fait l'interrogatoire les antécédents du sujet. Et je vous rappelle aussi, il ne faut pas oublier de chercher la prise des médicaments. C'est très important. La sémiologie, elle est très importante. L'interrogatoire, il fait partie de l'examen neurologique, je vous rappelle. Pourquoi? Vous allez me dire, je vais vous donner une situation aussi réelle. Un patient qui a fait un état de mal convulsif suite à une injection du Primperan. Parce qu'il a fait une intoxication alimentaire, il a mangé pizza. Je me rappelle, à Beblouet, c'était notre patient qui était suivi en consultation d'épilepsie, libre de crise, bien équilibré. On nous appelle de la réanimation de Beblouet, on nous dit, il y a votre patient qui fait un état de mal. On a cherché son dossier, on a commencé à vérifier, on avait son dossier sous les yeux, il était libre de crise donc, depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement, il y a eu quelque chose. Et quand on a demandé aux parents à quel moment il a commencé à faire des crises, comme ça rapproché, il a fait son état de mal, on nous a dit c'était juste après l'injection intramusculaire du Primperan. Vous voyez, on a commencé à chercher dans les livres de pharmacologie, parce que c'est pas habituel. Dans le Vidal, il n'y a pas la mention d'état de mal, risque d'état de mal suite à l'injection d'un anti-émétisant. Donc, on a cherché, on a trouvé que le Primperan contenait une substance qui peut passer la barrière hémato-encéphalique. Et devinez, c'est quelle substance? C'est des substances qu'on appelle dérivés terpéniques. Ces dérivés terpéniques peuvent entraîner des crises convulsives chez des sujets âgés, des enfants, c'est-à-dire des personnes fragiles, et peuvent entraîner des crises d'épilepsie chez des sujets épileptiques. Donc, vous voyez, toujours, il faut faire un bon interrogatoire. L'interrogatoire, c'est la clé du diagnostic. Donc, ça, c'est un exemple que je vous ai donné, juste pour vous montrer que grâce à un interrogatoire minutieux, grâce à la présence de dossiers des patients, on a pu trouver l'origine, le facteur agresseur. C'était un médicament, c'était iatrogène, chez un épileptique bien équilibré depuis plusieurs années. Donc, on revient à notre cas clinique. Ce patient qui fait arrêt activité en cours, confusion mentale, bilan métabolique normal, imagerie cérébrale normale, on était curieux, on a fait un EEG en urgence sur place. On a fait passer le patient des urgences, box des urgences, vers le laboratoire d'EEG. On a fait l'EEG, il a montré ça. Qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré, là, ça c'est la partie normale, ça c'est la partie qui n'est pas normale. Tout à l'heure, je vous ai dit que la partie supérieure du tracé EEG, elle oriente elle détermine l'hémisphère droit. La partie inférieure du tracé, c'est l'hémisphère gauche. Là, il y a des anomalies épileptiques sur l'hémisphère droit et sur l'hémisphère gauche. Les deux hémisphères cérébraux sont touchés, ils sont ébranlés par ce qu'on appelle décharge épileptique.
Quand vous avez plusieurs anomalies qui se répètent, on parle, la terminologie électroencéphalographique, c'est décharge. Donc, il y a des anomalies qui sont continues ou bien subcontinues. Ensuite, ça se répète. Et durant ces anomalies, le sujet, il est en confusion et il y a arrêt d'activité. Et après, quand il y a disparition des anomalies, le sujet reprend. Donc, c'est ce que explique le tracé EG nous a permis d'expliquer la situation clinique de ce patient. D'accord? Durant la présence des grapho-éléments épileptiques, le sujet en confusion, il y a arrêt d'activité. Quand il n'y a pas d'anomalie épileptique, le sujet est conscient, il vous parle normalement. Donc, c'est un état d'absence, c'est un état de mal non convulsif, c'est un état de mal confusionnel. Le traitement, c'est le test thérapeutique, c'est la benzodiazépine. Vous allez voir après injection comment le tracé va devenir. Là, toujours, on n'a pas encore injecté le clonazepam, les benzodiazépines. Vous avez les anomalies qui se répètent. Ça, c'est des anomalies épileptiques qu'on ne voit pas chez un sujet normal. Là, on a commencé l'injection de benzodiazépine, l'injection du clonazepam. On a donné un quart de la dose. Je vous rappelle, toujours, il faut diluer le clonazepam ou bien diluer le Valium. Pourquoi? Vous allez me poser la question, pourquoi il faut le diluer? Et je vous dis, il faut le diluer, le faire passer en 3 minutes. Aussi, pourquoi on le fait passer durant 3 minutes? Vous pouvez demander à l'équipe paramédicale, quand il fait l'injection, vous voyez l'heure, vous voyez votre montre, il faut attendre 3 minutes pour faire passer le quart de la dose. Pourquoi? Parce qu'on risque d'entraîner une dépression respiratoire. Si vous injectez toute la dose rapidement en intraveineux, vous risquez d'entraîner une dépression respiratoire. D'accord? Et si vous n'avez pas un respirateur à côté, le sujet peut décéder par arrêt respiratoire. Donc, vous voyez, il faut avoir le plateau technique. À partir du moment qu'on n'a pas le plateau technique à côté, on doit suivre les recommandations. Les recommandations, un quart de la dose et la faire passer 3 minutes. Après, si ça ne donne pas, on rajoute la dose. La dose toujours diluée dans du sérum salé ou bien glucosé, mais à faire passer en 3 minutes. J'ai dit qu'il faut respecter la durée parce que si on ne respecte pas, on risque d'entraîner une dépression respiratoire. Si on crée une dépression respiratoire, il faut un respirateur à côté. S'il n'y a pas de respirateur, on risque de perdre le patient. Là, vous voyez, le tracé commence à se nettoyer après l'injection du quart de benzodiazépine. L'ampoule, c'est 1 mg. Le quart, il a donné ça. Donc, on voit quand même les grapho-éléments commencent à diminuer. Ils se répètent moins. Je vais encore dérouler. Regardez, juste après l'injection, il y a le nettoyage total du tracé EEG. Il n'y a plus d'anomalies sur les deux hémisphères, c'est-à-dire l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Même sur le plan clinique, le patient a repris conscience, c'est-à-dire il n'y a plus la confusion, il n'y a plus l'arrêt d'activité en cours et il vous parle normalement. Donc, l'injection de benzodiazépine, à la fois c'est un test thérapeutique, à la fois c'est le traitement définitif. Et depuis, ce patient n'a plus refait ses manifestations. D'accord? Il a retrouvé sa vie normale et là, toujours, disparition totale des anomalies avec un rythme de fond, c'est-à-dire une activité neuronale normale, qu'on appelle rythme alpha. D'accord? Sur les régions occipitales, hein, sur les régions postérieures, rythme normal. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? On a terminé la partie d'état d'absence avec les présentations des tracés et le premier cas clinique. C'est bien d'écouter vos questions. C'est très pédagogique pour moi, pour tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions. Même si vous vous dites, ça c'est une question bête, même si vous avez des questions, vous avez rencontré une situation dans votre pratique quotidienne, on est là pour discuter et apprendre.
Vous m'entendez? On vous entend très bien, vous avez le chat. Il y a déjà des questions Ah, sur le chat. Autre discussion. C'est bien. d'accord, très bien. Euh, alors, à partir de... Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Alors, Pour le moment, oui. attendez, je vais vérifier à partir de quand les questions ont commencé. À partir, allez-y, vers 11 heures. 11 heures, 11 très heures bien. une 11 minute. heures. 11 heures une minute. Conduite à tenir s'il n'y a pas de EG, c'est très souvent le cas. Justement, sans EG, on ne peut pas faire le diagnostic d'un état de mal confusionnel. Donc, l'EG est un examen tournant. C'est la pièce maîtresse. Même nous, en tant que neurologue, je dis à mes résidents, sans EEG, on ne peut pas faire le diagnostic. Vous êtes toujours dans le doute. Vous dites suspicion, parce que ça peut être un ictus amnésique, ça peut être un épisode psychiatrique inaugural, d'accord? Je vais vous dire tout à l'heure, cliniquement, comment on peut faire la part des choses entre un épisode psychiatrique et une situation neurologique épileptique. Il y a des astuces cliniques. معليش, tout à l'heure, avec la deuxième situation, le deuxième cas clinique et la deuxième forme, je vous donne des astuces. Là, c'est difficile. Un état d'absence. Si vous ne faites pas un EEG, on ne peut pas faire le diagnostic. Je vais vous donner un exemple. Il y a certaines formes d'épilepsie. Là, c'est pas un état de mal, hein. C'est une forme d'épilepsie qu'on appelle absence. Vous avez un enfant qui a des résultats scolaires négatifs. Il y a un problème échec scolaire, il y a une diminution des performances scolaires. Euh, Comment vous pouvez dire qu'il s'agit d'un problème neurologique? C'est pas un problème en rapport avec l'enfant, il n'arrive pas à apprendre, il faut le mettre dehors, ou bien il est souvent giflé par ses parents. Il faut faire un EEG. Si on fait un EEG, on trouve des anomalies épileptiques en faveur de ce qu'on appelle absence. Là, c'est une épilepsie, il faut traiter. C'est cette épilepsie qui est responsable de cette diminution des performances scolaires chez les enfants. L'enfant ne va jamais venir vous dire, docteur, s'il vous plaît, j'ai des absences, traitez-moi. Non, il est battu, il est giflé par ses parents, il est, on va dire pas maltraité par ses enseignants, mal vu par ses enseignants, alors que il n'est pas responsable de cette situation. Il est dans la classe. On me dit, les enfants, quand je discute avec eux, et quand je trouve une origine épileptique, je leur pose la question, qu'est-ce qui se passe le matin quand vous allez à l'école, quand vous êtes dans la classe? On me dit comme ça, on est dans la classe, on s'assoit, d'un coup, on trouve le tableau rempli, on ne comprend pas. Vous voyez, c'est ça l'absence. Et vous demandez les cahiers scolaires, vous trouvez des vides dans les cahiers scolaires. Il faut toujours demander les cahiers scolaires pour chercher les vides. À ce moment-là, vous demandez un EEG. C'est obligatoire pour sauver le patient. Je me rappelle, j'avais une situation clinique d'une patiente que je voulais hospitaliser, âgée de adulte, 37 ans. Figurez que on n'a pas pu faire le diagnostic depuis l'enfance de l'absence. Et c'était comme par hasard en faisant un EEG chez une patiente qui est venue de Sétif. Elle est venue aux urgences de neurologie d'Aïtidir. Elle est venue pour un problème comme ça de situation d'urgence. Comme par hasard, on a fait l'EEG. Il est tombé sur l'écran, il était devant moi. J'étais en train de regarder, j'ai trouvé des grapho-éléments en faveur d'absence. J'ai dit 31 ans, absence. J'ai posé la question. Quand j'ai commencé à faire l'interrogatoire avec la patiente, j'ai trouvé, c'est vrai, depuis son enfance, elle a raté sa scolarité. Elle a raté sa vie sociale à cause d'une forme d'épilepsie qui a été mal diagnostiquée. Personne n'a fait le diagnostic. Même quand j'ai demandé à hospitaliser la patiente et de refaire des EEG, les résidents qui étaient dans le service m'ont dit, monsieur, elle a des problèmes de communication, il faut la faire sortir. J'ai dit non, il faut pas la faire sortir parce que c'est tout à fait normal quand vous parlez avec elle. Elle est en train de faire des absences, elle rate ce que vous dites. Donc, elle devient agressive après. C'est tout à fait normal.
Elle va pas écouter ce que vous avez dit. Elle fait des absences, elle rate. Donc, la réponse, ça va être sous forme de agressivité. Donc, s'il n'y a pas un EEG, on va rater le diagnostic. Vous allez le voir aussi avec la deuxième situation clinique réelle et je vais vous raconter des histoires réelles de patients qui traînent dans la nature pendant des années. Ils ratent malheureusement leur scolarité, leur insertion sociale, leur vie sociale. Donc les conséquences, ils sont catastrophiques. C'est pas seulement, quand j'ai dit tout à l'heure à l'introduction, l'état de mal convulsif, il est évident, on le prend en charge. Là, c'est caché, on fait pas le diagnostic, mais ça va retentir sur la vie, le confort du sujet. Il va rater tout le confort de la vie d'un individu normal. Donc ça, c'est par rapport à la réponse à. Donc il faut un EG. Il faut envoyer le sujet et je vous dis, l'EEG est manipulateur dépendant. Les résultats de l'EEG sont manipulateurs dépendants. Je pense que la majorité des généralistes sont d'accord avec moi. Quand vous demandez un examen complémentaire, que ce soit une échographie abdominale, que ce soit un scanner, les résultats dépendent du manipulateur, celui qui va interpréter. Si vous n'avez pas quelqu'un qui est fiable, les résultats ne sont pas fiables. C'est la même chose quand vous imaginez, c'est comme je dis à mes étudiants, vous voulez préparer des pizzas avec une tomate pourrie, les résultats, vous voyez qu'est-ce que ça va donner? Des résultats catastrophiques. La même chose, quand on utilise, quand il y a une mauvaise interprétation d'un EEG, la conduite, la prise en charge, elle sera fausse. Comme disent nos collègues anglo-saxons, rubbish in, rubbish out. Vous me donnez du faux, je vous donne du faux. Je vous donne quelque chose de bidon. La même chose. Donc, la qualité, elle est importante. La qualité de l'interprétation de l'EEG, elle est déterminante pour le diagnostic. La deuxième question, donc sous mes yeux, il y a une deuxième question. Phénobarbital 50 mg réagit sur le... Est-ce que ça peut changer les résultats du bilan métabolique et l'imagerie cérébrale? La question est non. La réponse, pardon, est non. Le phénobarbital ne va pas induire en erreur les résultats d'un bilan métabolique ou bien l'imagerie cérébrale. Par contre, le G peut-être, oui, il peut faire disparaître. Vous voyez, par exemple, imaginez que vous êtes devant un toxicomane. Il a pris, par exemple, benzodiazépine, Rivotril, il l'a mélangé avec l'alcool. Vous faites un EEG, vous allez trouver un EEG normal, c'est tout à fait normal. Il va faire disparaître. On ne peut pas faire le diagnostic s'il y a une prise d'un traitement antiépileptique. Donc, la réponse, oui, pour l'EEG, mais pas pour le bilan métabolique et l'imagerie cérébrale. Quand il y a une lésion structurelle, elle est là. Quand il y a un AVC ischémique, lésion ischémique, elle est là. Une lésion hémorragique, elle est là. Le phénobarbital ou bien le Gardénal ne va pas changer les résultats de ces examens. Quelle est la différence entre un état de mal convulsif et non convulsif sur l'EEG? La réponse est électroclinique, c'est-à-dire on ne peut pas interpréter l'EEG sans la présence des données cliniques. C'est comme quand vous avez, par exemple, une lésion cérébrale ischémique avec l'épilepsie. Il ne faut pas traiter l'imagerie, on traite une clinique, d'accord? Il ne faut pas oublier que l'épilepsie, le diagnostic de l'épilepsie, il est électroclinique, d'accord? On donne l'importance à la clinique. Donc, l'état de mal convulsif chez quelqu'un qui est connu comme épileptique, il est évident. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de faire un EEG. D'accord? Il y a des manifestations motrices. Il y a des astuces aussi. Je vais vous dire, donner des astuces. Mais il est évident chez quelqu'un qui est épileptique. Le problème se pose avec quelqu'un qui n'est pas connu épileptique. Vous voyez l'importance de l'interrogatoire, des données à un sujet avec une carte de suivi. Quand il est inconscient, il tombe, il fait des manifestations motrices, il le ramène. Imagine, c'est pas des proches qui le ramènent aux urgences. Mais on trouve une carte de suivi, c'est mentionné épilepsie. Ça va nous aider.
Donc, on va dire qu'il s'agit d'un état de mal convulsif. On n'a pas besoin de faire passer un EG. Pourquoi? Toutes les techniciennes des centres d'EG vont refuser de le faire parce que un état de mal convulsif, le sujet va arracher les câbles, risque d'abîmer l'appareil EG qui coûte des millions. Donc, vous voyez, généralement, la majorité des centres d'EG refusent de faire un EG durant un état de mal. D'accord? Sauf si vraiment on peut contrôler, il faut sédater le sujet. On ne peut pas faire l'EG sans sédation. D'accord? C'est comme en psychiatrie. On ne peut pas faire le diagnostic en psychiatrie devant des situations d'urgence sans sédation, sans injection de l'argactyle. Il faut faire dormir d'abord le patient. Je reprends l'expression des psychiatres, des collègues que je connais. Donc, on dit toujours, il faut d'abord sédater, sédater le patient. Après, on hospitalise le patient, on fait notre analyse, on verra de quoi il s'agit, quel est le diagnostic. La même chose. Là, il faut sédater le patient, il faut arrêter ses manifestations motrices. On ne peut pas faire un enregistrement EEG avec ces manifestations. C'est comme vous faites un ECG chez quelqu'un qui a une Parkinson. Le cardiologue va vous renvoyer le patient. Il va vous dire, je suis gêné pour interpréter le l'ECG. Il faut d'abord stabiliser ces mouvements anormaux pour pouvoir faire un ECG. Donc, vous allez me dire quelle est l'astuce. Comment on fait? Je vais vous donner deux astuces. La première, demandez les CK, créatine kinase. Les CK, hein, c'est le produit de dégradation, en quelque sorte, la fibre musculaire. La crise tonico-clonique généralisée ou bien état de mal convulsif, il y a un effort musculaire. Juste après la crise convulsive, la crise généralisée, vous faites le dosage des CK, vous trouvez des CK élevés. Donc ça, c'est une astuce pratique qu'on peut la demander pour vérifier s'il s'agit réellement d'une crise convulsive généralisée. D'accord? La deuxième, elle est pratique aussi, le dosage de la prolactine. Si on peut le réaliser. Sinon, on demande les CK. Aussi, la prolactine, elle est élevée juste après une crise convulsive. Donc, elle n'est pas élevée en cas d'un état de mal confusionnel. Les CK, ils ne sont pas élevés après un état de mal confusionnel. Autre question. On va passer à une autre question. On peut passer la dose complète directement en intramusculaire. Il n'y a pas de risque de détresse respiratoire. La dose complète, oui, on peut faire, mais l'idéal, toujours avoir dans l'esprit le respect du patient, c'est-à-dire éviter des effets secondaires du traitement, n'importe quel traitement. Toujours, on reprend l'expression anglo-saxonne, start low and go slow. Commencez toujours par petite dose et augmentez progressivement. N'importe quel médicament, antibiotique, antalgique, paracétamol, toujours donner petite dose, voir la réaction du sujet. On ne réagit pas de la même façon pour le même médicament. Dans la même famille, les membres de la famille ne réagissent pas de la même façon à la prise d'un traitement. Le même traitement. Vous donnez un traitement, la fille, elle va faire un effet secondaire, une allergie, l'autre, il ne va pas faire. Donc, vous voyez, chez la même famille, déjà, il y a une différence. Donc, toujours, on vérifie la susceptibilité du sujet à un traitement. Le traitement, il ne faut pas oublier, il y a la substance active, il y a l'excipient. Le sujet peut faire une réaction allergique, que ce soit à la substance active ou bien à l'excipient. Donc, toujours, donnez une petite dose et vous voyez. Je vais vous donner un exemple réel. Ça, c'est survenu avec dans le monde du karaté. Une personne qui est très connue du domaine du karaté, et qui est décédée suite à une injection, je crois, du paracétamol. Et ça s'est passé aux États-Unis, je crois, les années 80.
Il a fait une allergie au paracétamol, il est décédé sur place. Donc, vous voyez, toujours, même avec un traitement qu'on voit gentil, sans problème, on vérifie la susceptibilité. Je vous rappelle aussi le même traitement qui a été donné, qu'on a donné avant, après quelques années, la même personne qui a l'habitude de le prendre, il peut faire une allergie. On a vu ça en pratique quotidienne avec des antibiotiques comme un antibiotique connu, c'est pas c'est comme le clamoxyl, le trimethoprim. Trimethoprim, les premières années, il n'y avait aucun problème. Quelques années, la personne a fait un syndrome de Lyell et s'est trouvé dans un service de réanimation. Alors que avant, elle avait l'habitude de le prendre. On va passer maintenant à une autre question. Un sommeil profond est considéré comme souffrance cérébrale et oublié des dates à plusieurs reprises. Le sommeil, c'est physiologique. Je vous rappelle, le sommeil est très important pour l'activité neuronale. Ça permet de récupérer sur le plan effort physique, sur le plan mémoire, d'accord? Et c'est pas pathologique. On va pas trouver si on fait un EEG durant le sommeil, on va pas trouver les anomalies épileptiques qu'on a trouvées tout à l'heure. Une autre question? Une somnolence plus de 12 heures, sans anomalie ni métabolique, sauf EEG, il y a des grapho-éléments paroxystiques, frontotemporales à gauche, qui diffusent parfois à droite. Pour le moment, elle n'est pas sous traitement. Alors, somnolence plus de 12 heures. Je vous rappelle que chez un sujet normal, quand on fait des siestes dans la journée, il ne faut pas dépasser une demi-heure, une heure. Pourquoi? Pour donner l'importance au sommeil de nuit. Hein, le sommeil de nuit qui dure minimum 8 heures. Plus de 8 heures, ou bien beaucoup plus dormir dans la journée, ça donne ce qu'on appelle l'hypersomnie. L'hypersomnie, il y a un problème quand vous avez une hypersomnie chez quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir ça. Il faut chercher un problème métabolique, il faut demander une imagerie. Un processus au niveau des ventricules peut donner une hypersomnie. Et une pathologie inflammatoire au niveau du système nerveux central, elle peut donner une hypersomnie. Une maladie de sommeil aussi, elle peut donner une hypersomnie. Je vous rappelle que ce qu'on appelle la maladie de sommeil ou narcolepsie, on peut la chercher aussi ou la dépister à travers les accidents de la circulation, chose qu'on ne fait pas souvent. On passe à côté toujours devant des sujets qui font à plusieurs reprises des accidents de la circulation et on dit rien, alors qu'ils ont besoin d'un EEG de sommeil. C'est ce qu'on appelle la polysomnographie. C'est un examen complémentaire durant lequel on peut dire qu'il s'agit d'une maladie de sommeil. C'est pas une maladie épileptique, c'est une maladie de sommeil. Elle a besoin d'être traitée. Il y a un traitement, le modafinil, c'est comme un psychostimulant. Il permet au sujet d'être vigilant toute la journée. Il ne va pas faire des accidents de la circulation. Celui qui va faire des études, il va pouvoir assister à ses cours toute la journée. Donc, hypersomnie, c'est pathologique, jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Maintenant, on trouve des anomalies. Ça, et il faut vérifier, il faut refaire les EEG, il faut interroger le patient, interroger la famille. Est-ce qu'il y a des notions de souffrance néonatale? Est-ce qu'il y a une souffrance, par exemple, post-traumatique quand il était bébé et tombé? Donc, tout ça, c'est important pour corréler la clinique avec l'EEG. À partir du moment où on fait la corrélation entre l'EEG et la clinique, on peut faire un test thérapeutique et voir, on donne le traitement et on refait l'EEG. S'il y a une disparition des anomalies, ça veut dire réellement, effectivement, c'est épileptique.
S'il n'y a pas de disparition des anomalies, c'est pas épileptique. D'accord? Quand vous donnez un traitement énergique anti-épileptique, normalement, vous trouvez les résultats. Quand même, une épilepsie active, vous voyez les grapho-éléments qui se répètent. Une fois que vous donnez le traitement, le tracé se nettoie. D'accord? C'est cas par cas. Donc, il faut quand même un test thérapeutique. Une autre question? Est-ce que, très bien, merci pour ces questions pertinentes. Vous voyez, ça, c'est des questions vraiment très pertinentes, hein. Est-ce qu'on demande un EEG de veille ou bien un EEG de sommeil? Vous demandez un EEG de veille. Le EEG de sommeil, on le demande quand vous avez des crises d'épilepsie qui surviennent le soir, durant le sommeil, ce qu'on appelle épilepsie morphéique. Donc, beaucoup plus pour l'adulte, on fait un EEG de veille. Si vous êtes devant un enfant, c'est beaucoup plus c'est-à-dire un enfant qui est un petit peu turbulent. Il peut pas rester sage durant l'enregistrement de 20 minutes. Là, on demande un EEG de sommeil. Pourquoi c'est la raison pour laquelle on demande souvent des EEG de sommeil pour les nourrissons, pour les enfants qui sont agités. On ne peut pas faire le tracé de veille. À partir du moment où vous faites un tracé de veille, vous trouvez des anomalies, vous pouvez commencer le traitement. Maintenant, vous ne trouvez pas des anomalies à l'EEG de veille et vous êtes devant des manifestations cliniques qui surviennent durant le sommeil du sujet, à ce moment-là, il faut faire l'EEG de sommeil. Il est important. Et si vous arrivez à faire les deux, tant mieux si vous arrivez à faire les deux. Une autre question, merci pour ces questions pertinentes. Après combien de temps peut-on faire le contrôle ou la prolactine? Le prolactine, c'est juste après. Quand vous suspectez une crise convulsive chez un sujet qui n'a pas d'antécédent d'épilepsie, vous faites sur place juste après, parce que si vous tardez 24 heures, 48 heures, il y a un risque de vous trouver CK normal, prolactine normale. Donc, l'idéal, c'est juste après. Une fois vous avez une crise convulsive, juste après, le sujet il est en confusion après la crise. Il faut à ce moment-là faire le dosage de CK et le dosage. À partir du moment où vous avez, on a dit que vous faites ça quand vous n'avez pas l'accès à l'EEG, d'accord? Mais quelle que soit la situation après, ce serait l'idéal de demander l'EEG chez le sujet. Parce que même si on n'est pas devant une situation critique, l'EEG peut montrer les anomalies en dehors des crises. On peut trouver des anomalies en dehors des crises. C'est comme, je vous donne l'exemple d'un tremblement de terre. L'état de mal convulsif, c'est comme un tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y aura toujours les répliques qui sont enregistrées par le sismographe. La même chose. Là, l'EEG, il peut déceler des anomalies qui ne sont pas ressenties par le patient, qu'on ne peut pas déceler cliniquement. Donc, l'EEG, il est intéressant, quel que soit le contrôle à un mois ou après. D'accord? C'est très important aussi sur le plan médico-légal. N'oubliez pas, si vous êtes devant des sujets jeunes qui vont passer le service militaire, il viendra un jour, ils ont besoin de cette pièce médico-légale, l'EEG. Donc, vous allez rendre service pour vos patients. L'autre question, s'il vous plaît, quand on se date le patient, est-ce que ça influence pas les résultats de l'EEG? On sédate, on sédate. Là, j'ai montré des tracés EEG, le cas clinique avec sédation considérée comme test thérapeutique. Il faut pas sédater avant de faire l'EEG. Il faut le faire en même temps. Si vous faites pas ça, vous allez rater le diagnostic. Vous allez faire disparaître les anomalies, vous n'aurez jamais la preuve électrique. Donc l'idéal, c'est comme si on ne peut pas traiter sans avoir le diagnostic. Vous êtes des médecins généralistes, vous êtes en première ligne, vous savez que vous ne pouvez pas traiter, par exemple, une douleur thoracique
Et si vous n'avez pas le diagnostic, vous ne pouvez pas savoir si l'origine elle est cardiaque, infarctus du myocarde, ou bien thoracique, ou bien digestive. Donc, vous voyez, c'est très important. Il faut reconnaître le diagnostic pour pouvoir traiter. On ne peut pas se précipiter rapidement, faire cacher. C'est comme si vous avez un tableau de douleur abdominale, chirurgicale, vous donnez un traitement antalgique, vous allez cacher une appendicite, par exemple. Non, il faut laisser, mais bien sûr, il faut par la suite, il faut faire rapidement le diagnostic. Par la suite, soulager le patient, mais il faut mettre en considération la douleur comme signal d'alarme, comme expression d'une agression de l'organisme. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Les posologies sont-elles les mêmes en cas d'état de mal non convulsif? L'état de mal convulsif, l'état de mal non convulsif, c'est pas la même chose. La clinique, c'est pas la même. Le traitement n'est pas le même. N'est pas le même dans le sens, les étapes. Dans l'état de mal convulsif, on fait l'injection du clonazepam. Si ça donne, on s'arrête. Si ça donne pas, on fait 10 minutes après la deuxième injection. Et on met la perfusion, par exemple, du gardénal. Ensuite, si ça donne pas, il faut aller à l'anesthésie générale. Ça, c'est les recommandations pour la prise en charge ou bien le traitement. Inch'Allah, il y aura l'occasion de vous faire des formations pour la prise en charge de l'état de mal. On va parler des recommandations pour la prise en charge. Donc, c'est différent. Même le traitement, c'est différent. Vous allez voir aussi, le traitement, c'est cas par cas, hein, avec le deuxième cas clinique, deuxième situation clinique qu'on va aborder, le traitement qu'on a utilisé, il est différent de la forme généralisée. L'état de mal confusionnel partiel, son traitement est différent par rapport à la forme généralisée que j'ai montré tout à l'heure. Hein. Le traitement, c'est les benzodiazépines. La même chose pour l'état de mal convulsif. Donc, le traitement à part, il y aura, Inch'Allah, d'autres occasions pour en parler. Voilà, on a terminé les questions données par chat. Est-ce qu'il y a des questions orales? Merci pour les questions pertinentes. Oral, je ne peux pas donner le micro. Hein. D'accord, Il y a d'accord, beaucoup très de bien, chats. très bien. Donc, on va continuer. Très bien. La deuxième forme de l'état de mal confusionnel, hein, vous êtes aux urgences, vous êtes devant une confusion mentale, ça cachait une forme d'épilepsie, c'est l'état de mal, état d'absence, état de mal non convulsif. Deuxième forme, c'est l'état de mal partiel. Hein. État de mal partiel, il y a l'état de mal partiel complexe temporal et l'état de mal partiel complexe extratemporal. Je vais vous donner des exemples. D'accord? Pourquoi état de mal partiel temporal? Parce que ça touche juste seulement une région du cerveau, c'est la région temporale. Par contre, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, au début, ça touche les deux hémisphères cérébraux. Donc, vous voyez, c'est différent. Même la clinique, elle est différente. Vous allez voir, elle est intéressante. Donc, on va commencer par l'état de mal temporal. Il faut savoir que l'état de mal temporal, il peut toucher des sujets qui sont suivis pour épilepsie, mais pas n'importe quelle épilepsie. C'est l'épilepsie temporale. Ou bien, ça peut survenir après un accident vasculaire cérébral ischémique chez un sujet qui n'est pas connu épileptique. Il est inaugural. D'emblée, il fait un état de mal temporal. D'accord? Je reviens au sujet avec épilepsie temporale. Vous allez me poser la question, comment se manifeste cette épilepsie? Justement, c'est une épilepsie qui est vraiment difficile à diagnostiquer. Je vais vous donner un exemple réel d'une patiente âgée de 24 ans, universitaire. Vous allez voir, hein, vous allez être surpris des manifestations cliniques de ce type d'épilepsie. Une patiente âgée de 24 ans, universitaire, elle vient consulter pour migraine.
Elle vient pas consulter elle n'est pas venue me voir, docteur, j'ai une épilepsie temporale, traitez-moi. Non, elle est venue pour une prise en charge de migraine. J'ai commencé à faire l'interrogatoire de la migraine, la durée, la fréquence, les signes associés, photophobie. Quand j'ai interrogé quand j'ai interrogé la patiente par rapport aux signes associés, je trouvais des manifestations qu'on n'a pas l'habitude de les trouver chez les patients avec une migraine. Des manifestations d'allure psychique. Je vais vous raconter ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, quand je rentre l'après-midi chez moi, après le cours à l'université, j'ouvre la porte de la maison, je sens l'odeur de cuisson de chau-fleur. J'ouvre la porte de la cuisine, je trouve aucune préparation à base de chau-fleur. Elle me raconte aussi, le soir, quand je suis en train de réviser dans ma chambre, j'entends une discussion, un bruit de discussion entre deux personnes dans le salon. J'ouvre la porte du salon, je trouve personne. Par exemple, elle me raconte quand je suis dans le bus universitaire, je regarde une personne. Quand je regarde, par exemple, une personne durant quelques secondes, j'ai l'impression que cette personne est une cousine ou bien un cousin. Imaginez que cette patiente a caché ça à ses parents et peut-être à sa mère, elle lui a raconté ça. Elle a traîné chez les raqis pendant plusieurs années. On l'a pris pour une personne vraiment qui a des problèmes qui nécessitent ruqya et tout. Elle a traîné pendant des années. Imaginez cet inconfort. Quand je lui ai demandé de faire l'imagerie cérébrale, l'IRM, elle m'a raconté, quand j'étais au centre d'imagerie, le technicien qui allait injecter le produit de contraste, le gadolinium, à un moment donné, quand je l'ai regardé, m'a dit, j'ai senti que c'est un cousin. Vous voyez, c'est des manifestations bizarres. Même moi, j'ai posé la question. J'ai dit, il faut un EEG. Quand j'ai fait l'EEG, j'ai trouvé des anomalies sur la région temporale. Donc, c'était de nature épileptique. Quand j'ai demandé l'IRM, on a trouvé un petit kyste temporal sur la région temporale, dans la région temporale, dans la région profonde. Donc, si on veut interpréter ce qu'elle a présenté après l'EEG, on a dit que c'est épileptique. Donc, l'odeur de cuisson de chau-fleur, c'était des hallucinations olfactives en réalité. Le bruit de discussion dans le salon, en réalité, c'était des hallucinations auditives. Et quand elle regardait une personne, une fraction de quelques secondes, ça a l'air d'un cousin, une cousine, c'est l'illusion de familiarité. En réalité, c'est un tableau d'épilepsie temporale. Vous voyez, c'est une personne qui a traîné des années chez les raqis et c'était un inconfort pour cette personne. Imaginez, une fois on a fait l'EEG, une fois on a donné le Tegretol, la carbamazépine, la personne a trouvé une vie normale. Il n'y avait plus ces manifestations. Donc, c'est une forme d'épilepsie difficile à diagnostiquer. Sans EEG, on ne peut jamais faire le diagnostic. Elle peut traîner en psychiatrie, elle peut traîner chez les raqis, mais jamais chez un médecin qui peut traiter cette épilepsie. Donc, on va continuer par rapport à l'état de mal temporal. Donc, ce type d'épilepsie peut survenir, ce type d'état de mal peut survenir chez des sujets qui ont déjà une épilepsie temporale. D'accord? Donc, cliniquement, on est curieux. Ça va donner quoi? Est-ce que ça va donner une confusion mentale et arrêt d'activité en cours? Oui, elle va donner une confusion. C'est vrai, une confusion. Elle va donner, mais pas réellement arrêt d'activité en cours. Elle va donner
hallucinations, elle peut donner des automatismes, sortes de troubles du comportement. Vous allez voir avec le cas réel qu'on va présenter tout à l'heure. Donc, le problème de diagnostic différentiel, c'est avec une affection psychiatrique, une réelle psychose dissociative aiguë, un réel tableau psychiatrique. L'état de mal temporal, si on ne connaît pas que le sujet a des antécédents d'épilepsie temporale, vous l'envoyez en psychiatrie. Ah, il est agité dans tous les sens, d'accord? Et justement, c'est un problème pour l'EEG. La sédation, dans ce cas-là, on peut la faire. Pas comme pour l'état d'absence, qui peut disparaître, qui peut faire disparaître les anomalies. Dans l'état de mal temporal, on peut sédater pour pouvoir faire EEG. Ça ne va pas faire disparaître totalement les anomalies. Vous allez voir avec le cas réel que je vais présenter tout à l'heure. Donc l'EEG, vous allez voir sur le tracé, elle va montrer des anomalies localisées seulement sur la région temporale. Regardez sur ce tracé, là, comme tout à l'heure, hémisphère droit, hémisphère gauche. Là, quand vous voyez T veut dire temporal. Quand on voit T c'est temporal. On voit quelque chose là, c'est des grapho-éléments pathologiques. C'est pas normal. Ça, on trouve pas ça chez le sujet normal. C'est des anomalies épileptiques. D'accord? C'est des pointes en opposition de phase sur la région temporale. C'est un état de mal épileptique. D'accord? Chez un sujet, là, c'est un sujet qui a fait un AVC ischémique. D'accord? J'ai dit tout à l'heure que ça peut toucher un sujet qui est suivi pour épilepsie, comme peut toucher un sujet qui n'a pas d'épilepsie. Un AVC inaugural d'emblée, il fait ça. Il ne va pas faire un déficit moteur. Imaginez une ischémie au niveau temporal. Il y a juste la confusion. D'accord? C'est très important de faire l'imagerie et faire l'EEG. D'accord? Parfois, vous allez me poser la question, vous êtes aux urgences, vous avez des manifestations psychiques ou bien une confusion, vous avez trouvé une lésion ischémique à l'imagerie, vous dites pourquoi il continue à faire une confusion alors qu'il n'y a pas un engagement, il n'y a pas un effet de masse de la lésion ischémique. Justement, c'est l'épilepsie, il faut traiter l'épilepsie. Pour pouvoir traiter l'épilepsie, il faut faire un EEG. Là aussi, un autre exemple d'un patient avec une ischémie cérébrale dans la région temporale. Là, c'est T3, d'accord? Donc, vous avez des anomalies localisées beaucoup plus focales hein, sur la région temporale et qui donnent une confusion, qui donnent des hallucinations, des automatismes, d'accord? Alors, le traitement, il est différent. En France, on utilise la phosphénitoïne, d'accord? C'est un traitement qui n'est pas disponible en Algérie, ou bien la phénitoïne. Elle était disponible avant. En France, on garde son utilisation beaucoup plus pour, par exemple, l'état de mal partiel et aussi pour les états de mal convulsifs. D'accord? On y va. Le traitement oral, on ne l'utilise plus vu qu'il y a des effets secondaires, l'hypertrophie gingivale, mais quand même, c'est une molécule qui est ancienne. On connaît très très bien ses effets secondaires et elle est efficace. Elle rend service quand on est devant des situations d'urgence. L'exemple, il est là, hein, devant un état de mal temporal, ça rend service. Imaginez si vous êtes devant un proche, vous avez votre mère, votre sœur qui commence à être agitée, un tableau psychiatrique, 24 heures sur 24, elle ne dort pas, vous aussi, vous ne pouvez pas dormir. Vous donnez ça, ça cède et ça récupère et tout le monde récupère. Tout le monde va être vraiment heureux par rapport à cette bénéfice par rapport à cette molécule. D'accord? Donc, cette molécule rend toujours service. Malheureusement, elle n'est pas disponible. Nous, on utilise d'autres molécules, hein, vous allez voir. On utilise association, par exemple, benzodiazépine avec carbamazépine. C'est cas par cas. Aux États-Unis, on utilise le midazolam. D'accord? Le midazolam, toujours, je répète, toujours commencer par petite dose et vous voyez la réponse. D'accord?
Là, pardon, je vais laisser l'état de mal frontal après. Je vais vous donner, passer carrément au cas clinique de l'état de mal temporal. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, je vais passer au chat. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Là, je trouve une question, s'il vous plaît. J'ai des céphalées et des troubles de mémoire légères avec EEG normal et IRM normal. Donc, les céphalées, ça peut être céphalée primaire dans le cadre de, par exemple, de migraine. EEG normal, on ne traite pas un EEG, d'accord? L'épilepsie, je vous rappelle, c'est un EEG avec la clinique. On traite une clinique, on ne traite pas un EEG, on ne traite pas une imagerie. Donc, si vous avez un EEG normal, IRM normal, il faut traiter les céphalées. Les troubles de mémoire, il faut évaluer réellement les troubles de mémoire parce que vu que vous êtes généraliste, je vous donne des astuces. On ne peut pas parler de troubles de mémoire au-dessous, c'est-à-dire moins de 6 mois d'évolution. Moins de 6 mois, c'est confusion, d'accord? Confusion, ce que vous voulez, démence récente, mais au-delà de 6 mois, c'est trouble réel de mémoire, d'accord? Moins de 6 mois, c'est une situation d'urgence, il faut faire tous les bilans, sérologie, hépatite. Je me rappelle, j'avais un patient qui a consulté pour plainte mnésique, c'est-à-dire trouble de mémoire. On a fait tous les bilans. L'imagerie cérébrale, le G, il n'y avait rien. Vitamine B12, c'est important, dosage de la vitamine B12. Les sérologies, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé sérologie hépatite B positive. Donc, il y avait un problème hépatique et il était responsable du problème de mémoire. Donc, c'est pas, il faut faire la part des choses entre démence dégénérative et troubles de mémoire dus à des ordres métaboliques ou autres. D'accord? Aussi la vitamine B1, hein? D'accord, c'est très important. Nous, on passe à côté de choses simples, alors qu'on peut trouver pas mal de choses. Vous faites la fibroscopie gastrique, le dosage de la vitamine B12, vous pouvez trouver une anémie de Biermer qui est responsable de troubles de mémoire. D'accord? Aussi la vitamine B1, le Korsakoff. Imaginez, c'est cas par cas. Vous êtes devant une patiente enceinte qui a des vomissements gravidiques. Bien sûr, elle va présenter des troubles de mémoire parce que elle a un déficit en vitamine B1. Un patient ou bien une patiente qui a fait une chirurgie gastrique. Je vous raconte un cas réel d'une patiente qui a été opérée pour un polype de polype gastrique. Elle était normale. Après l'intervention, elle a commencé à faire des troubles de mémoire, des mouvements anormaux et l'imagerie a permis de faire le diagnostic. Il y avait des lésions en faveur d'un syndrome de Korsakoff. D'accord? Et le traitement, c'est un traitement d'urgence. Il faut des injections de vitamine B1 qui peut sauver la vie du patient. Elle sauve la mémoire du patient. Parce que si on ne donne pas rapidement, on va vraiment, on va trouver des dégâts par la suite. Hein, le patient va se trouver avec des troubles de mémoire à vie, irréversibles. Donc, c'est très important de faire le diagnostic. Je rappelle, nous, on n'a pas l'habitude, mais il faut commencer à le faire. Le dosage des vitamines, vitamine B1, B12, c'est très important. Surtout quand vous avez le contexte. J'ai dit, femme enceinte, les vomissements répétés, la chirurgie gastrique, d'accord? L'état cachectique suite à une néoplasie, quelqu'un qui est suivi pour une néoplasie, un cancer, la confusion, c'est pas dû au cancer, c'est dû à le déficit en vitamine B1. Et le sujet ne s'alimente pas. Donc, il y aura des lésions au niveau du système nerveux central qui s'expriment sous forme de troubles de mémoire. Alors, l'autre question, interprétation de l'EEG. L'EEG, il faut quelqu'un qui a l'habitude
de l'interpréter. J'ai dit tout à l'heure, manipulateur dépendant, il faut généralement dans les centres hospitalo universitaires, on a une bonne équipe hein, qui a une expertise à l'interprétation d'EEG, avoir de l'expérience. Je pense l'idéal toujours de demander, d'envoyer des demandes d'EEG au niveau de ces centres, d'accord? Et il faut pas hésiter, par exemple, quand il y a un problème, par exemple, devant une situation d'urgence, vous allez me dire, peut-être il y aura l'accès à titre externe que le public peut le faire le lendemain. Un EEG d'urgence doit se faire dans les 24 heures, d'accord? C'est pas un rendez-vous après un mois. D'accord. Un rendez-vous après un mois, c'est pour les EEG de contrôle chez des patients épileptiques connus. Ils sont bien chez qui on veut dégraisser le traitement, voire l'arrêter. Un EEG d'urgence, c'est dans les 24 heures. D'accord. Il y a des centres, là où j'étais à l'hôpital ATD, on faisait les urgences, les EEG sur place. Le patient, il passe au box d'urgence, juste après, il fait son EEG. Juste après, il descend pour faire le scanner. Ça, c'est un centre de surspécialité. Là, ça, oui, on peut demander avis. Il y a d'autres, à Mustapha, je pense. Il y a d'autres centres aussi. L'idéal, c'est d'envoyer vers ces centres. Par exemple, je vous donne l'exemple, dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, il n'y a pas beaucoup de centres de référence. On crée quelques centres et toutes les régions envoient à ce centre, par exemple. Et à partir du moment où ce centre de surspécialité est submergé, on crée un deuxième centre. Ça fonctionne comme ça, selon les besoins. Il faut travailler selon les besoins et aussi selon le réseau d'expertise. On ne peut pas demander un EEG comme ça au hasard, parce que vous êtes devant un patient, vous êtes devant une vie humaine, vous êtes devant des patients et une famille. Donc, il ne faut pas oublier, celui qui va interpréter n'est pas en face à ces situations. Il n'est pas embêté devant ces situations. Imaginez quelqu'un qui fait des troubles du comportement, il reste comme ça 24 heures sur 24, il ne dort pas. Celui qui va faire l'examen, il n'est pas embêté. C'est le clinicien, hein, c'est le généraliste en première ligne, c'est le spécialiste. Il est embêté. Et ça dure des jours et des jours. La confusion, ça reste. Tant qu'on n'a pas fait le diagnostic, elle va rester. Alors, l'autre question, c'est Beriberi. Oui, c'est Beriberi, c'est pour le déficit de vitamine B1. C'est par rapport aux situations que j'ai citées tout à l'heure. La chirurgie gastrique, digestive, les femmes enceintes, contexte de malnutrition, tout ça, il peut cacher un déficit en vitamine B1. C'est-à-dire un retentissement du déficit en B1 sur le système nerveux central. Si vous ne traitez pas rapidement, les séquelles sont irréversibles. Même si vous avez un patient aux États-Unis, je ne sais pas, en Europe, si on ne fait pas le diagnostic, on ne traite pas sur place rapidement les injections de vitamine B1, on perd le patient, on perd sur le plan fonctionnel. Imaginez, vous perdez, j'avais le cas d'une patiente qui a été malheureusement mal diagnostiquée à titre externe chez le privé, dans une clinique privée. On l'a hospitalisée après chirurgie digestive. Elle était en train de faire un beriberi, des manifestations suite à un déficit de vitamine B1. Et on n'a pas fait le diagnostic. On a fait l'imagerie après. C'était en retard. Même après avoir reçu les injections de vitamine B1, elle n'a pas récupéré. Cette patiente est toujours à la maison. Imaginez une maman qui était active. Tous les membres de la famille ont fait une dépression à cause de cette situation. Ils ont perdu une mère parce qu'elle est là, mais ils n'ont pas la personne antérieure. Le corps, il est là, mais une personne qui est complètement absente. Donc, vous voyez, on sauve réellement, en réalité, une histoire de la personne. Quand l'EEG est l'indication urgente. Devant une confusion mentale, l'EEG est une indication urgente. Le VIH peut donner, oui, le VIH peut donner un état confusionnel. Le VIH, je vous rappelle, c'est un virus.
Les conséquences du VIH sur le cerveau, c'est encéphalite, beaucoup plus, c'est-à-dire soit l'attaque directe du virus ou bien par le biais d'une immunodépression. Donc, l'immunodépression, vous allez me dire, qu'est-ce que ça va donner? C'est pas méchant. Si, même chez quelqu'un d'immunocompétent, par exemple, imaginez, je fais une immunodépression, je peux avoir des boutons d'herpès, je peux faire une encéphalite herpétique, d'accord? La même chose, si on est en immunodépression suite à l'attaque du VIH, on peut faire une maladie infectieuse grave qu'on appelle par exemple l'encéphalopathie multifocale progressive, LEMP. Elle est très, très mortelle. Donc, le VIH, soit il peut entraîner encéphalite, ça peut donner comme ça un état confusionnel, oui, elle peut donner. On a vu des cas, je vais vous raconter l'histoire, d'un patient jeune de 35 ans, cuisinier dans un hôtel, aucune histoire, aucun antécédent. On a fait l'imagerie, on a trouvé des lésions de la substance blanche. On a commencé à le traiter comme une sclérose en plaques, à titre privé. On a commencé le traitement, le sujet il s'est encore aggravé. Devinez comment on a pu faire le diagnostic de leucoencéphalopathie multifocale. Leucoencéphalopathie multifocale, elle est due à un virus qui attaque le cerveau, qu'on appelle le virus JC. Il se trouve dans notre organisme, comme l'herpès, depuis l'enfance. Tout le monde a ce virus, le virus JC, c'est comme l'herpès. À un moment donné, quand on a une immunodépression, on ne dort pas, on est fatigué, on a le VIH, on peut faire cette attaque du virus au niveau du cerveau qui va donner ce qu'on appelle leucoencéphalopathie multifocale progressive. Donc, et qui peut donner même comme ça un tableau confusionnel au début, hein, quand on n'arrive pas à faire le diagnostic. Et devinez, qu'est-ce qui nous a orienté vers le VIH? C'était la leucopénie. Quand on a demandé les bilans, la formule, on a trouvé une leucopénie et la sérologie est revenue positive. Donc, vous voyez, une infection VIH, elle peut elle peut entraîner une immunodépression et peut entraîner des lésions au niveau cérébral, alors qu'il est caché, complètement caché. L'autre question, est-ce qu'on injecte la vitamine B1 en urgence sans dosage et comment être sûr d'une déficience en vitamine B1, B12? Je vais commencer d'abord par B12. On fait le dosage B12, vous trouvez le B12 diminué. Il faut commencer à faire les injections avec un traitement d'attaque et un traitement d'entretien. Une fois que vous avez un déficit de vitamine B12 et même si vous n'avez pas de lésions cérébrales ou bien médulaires, je vous rappelle que le déficit en vitamine B12 peut retentir sur le cerveau et peut retentir sur la moelle épinière. Le problème, c'est que si on ne traite pas, il y aura des séquelles irréversibles, même sur le plan moteur, même pas sur le problème mémoire. Mémoire et moteur. La personne peut ne pas marcher, peut avoir des troubles de marche à vie. Donc, on commence le traitement et on cherche l'étiologie, d'accord? On cherche l'étiologie, on fait la fibroscopie gastrique pour chercher est-ce que réellement. Et le traitement dans cette situation est à vie. Il faut faire des injections mensuelles. Commencez d'abord des injections quotidiennes durant une quinzaine de jours, ensuite une injection chaque mois. Pourquoi? Parce que là, vous n'êtes pas devant juste une anémie suite à un déficit en vitamine B12. Il y a des complications neurologiques. À partir du moment où il y a des complications neurologiques, la vitamine B12, elle doit être administrée à vie en intramusculaire. Donc, l'autre vitamine B1, donc le dosage, même si on ne le fait pas, c'est l'IRM qui révèle des lésions neurologiques qui sont en faveur de syndrome de Korsakoff. D'accord? C'est des lésions typiques au niveau des corps mammillaires, c'est-à-dire des structures qui sont responsables de mémoire. À ce moment-là, vous faites l'imagerie, vous tombez sur ça, il ne faut pas attendre le dosage de la vitamine B1. Il faut rapidement commencer les injections.
Vous avez un patient qui vient pour état cachectique, il est suivi pour un cancer, vous faites l'IRM cérébral, vous tombez sur des lésions au niveau des corps mammillaires, rapidement commencez. Il ne faut pas attendre les résultats de la vitamine B. La question, j'ai fait un bilan sanguin et sérologique normal, j'ai peur de prendre la vitamine B1 en péros. Je vous rappelle que quand on donne pour ces situations, la vitamine B1, on la donne en injectable. Il faut une forte dose. Le comprimé, c'est rien. Vous pouvez le prendre sans souci. La vitamine B1 péros en 250 mg. Je vous rappelle, ici en Algérie, ce qui est disponible, c'est le B1, B6 à 250 mg, fabriqué par Saïdal. On peut le prendre quotidiennement, un comprimé 2 fois par jour, mais il faut faire des fenêtres. Vous le prenez, par exemple, durant 2 semaines, vous arrêtez pendant une semaine. Vous prenez durant 2 semaines, vous arrêtez une semaine. Pourquoi? Parce que c'est un complexe B1, B6. Le problème n'est pas avec la vitamine B1. Le problème est avec la vitamine B6 qui peut entraîner une neuropathie périphérique. Si vous la prenez à cette dose de façon quotidienne, vous pouvez faire une neuropathie périphérique. Si vous avez la possibilité de ramener la vitamine B1 250 seule, il n'y a pas de problème. Vous la prenez quotidiennement. Si vous avez la vitamine B1 avec B6 à une dose de 50 mg, c'est pas 250, vous pouvez la prendre quotidiennement. Donc, vous voyez le problème avec B6, pas B1. B1, vous pouvez le prendre sans souci. Un comprimé 2 fois par jour, d'accord, on peut le donner même pour un enfant. On a terminé avec les questions. Voilà, on a terminé avec les questions. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Merci pour les questions pertinentes. Alors, on passe au cas clinique réel, le deuxième cas. Ça concerne l'épilepsie temporale focale. C'est pas comme le premier cas. Ça, il s'agit d'une patiente âgée de 45 ans. Elle n'était pas suivie à notre niveau. Elle était suivie chez un neurologue privé pour une épilepsie généralisée, stable, sous phénobarbital. Il faut savoir que vous allez me poser la question. Pourquoi on utilise toujours le phénobarbital alors que c'est une ancienne molécule, elle est abandonnée, même en Europe? Je vous dis que je vais vous répondre que le phénobarbital, c'est une molécule qui n'est pas chère. Deux, avec petite dose, on peut réajuster une épilepsie avec nos patients. On n'a pas le même problème de santé publique qu'on trouve en Europe. Ici, on n'a pas de problème d'alcoolisme. C'est-à-dire que quand vous donnez le phénobarbital chez des sujets, ils n'ont pas eu une intoxication à l'alcool, c'est-à-dire leur cerveau n'a pas été en contact avec l'alcool. Donc, une petite dose, elle peut donner un effet thérapeutique. Par contre, dans les pays occidentaux où il y a le problème d'alcool comme santé publique, les cerveaux des patients a été déjà en contact avec l'alcool. Donc, vous avez besoin des doses élevées, voire d'autres molécules pour avoir l'effet thérapeutique. Prenez l'exemple des toxicomanes. Quand les toxicomanes font un état de mal, un traitement simple ne fonctionne pas. Il faut aller à l'anesthésie générale. Il faut envoyer ce patient chez le réanimateur. Donc, avec notre population, il n'y a pas de problème. Des petites doses, ça donne des résultats. Donc, cette ancienne molécule, elle rend toujours service. Donc, justement, cette patiente était bien sous une dose de, je crois, 50 mg de Gardénal. Je vous rappelle, le Gardénal est dosé à 50 et 100 mg. Avec un quart, on peut avoir une stabilité de l'épilepsie, c'est-à-dire libre de crise pendant plusieurs années. Le problème, il s'est passé juste après l'arrêt de un quart, de ce un quart par le médecin privé. Donc, il a arrêté un quart. La patiente a commencé à devenir agitée,
à faire des automatismes. Elle avait des hallucinations, elle avait des scènes d'animaux sauvages. C'est tout à fait normal, elle devient agitée. Elle voit des scènes d'animaux sauvages, des lions, des tigres. Imaginez, vous êtes dans un parc zoologique, par exemple à Alger, à Ben Aknoun, vous entrez dans le parc zoologique, vous vous trouvez à un moment donné face à face à un lion. Je pense que celui qui est en train de vous regarder, il va voir que vous serez agité. C'est tout à fait normal. Vous voyez des animaux sauvages devant vous. Donc, vous allez fuir et vous allez être agité. La même chose. Elle était très agitée parce qu'elle avait des hallucinations visuelles avec la confusion. Et tout ça, c'était suite à une dégression du quart de phénobarbital. Quand même, il faut toujours, vous savez, vous êtes des médecins en première ligne, vous savez que devant des situations d'urgence, il faut faire screening complet. Il ne faut pas laisser n'importe quel diagnostic. Donc, il ne faut pas laisser passer les diagnostics d'urgence. On fait ce qu'on appelle le screening complet. Le screening complet, on fait un bilan métabolique, imagerie. On peut passer à côté d'un AVC ischémique, un processus tumoral. Tout est possible. Donc, il faut toujours avoir dans la tête confusion mentale. Il faut le screening, il faut le bilan métabolique, il faut l'imagerie cérébrale, il faut le EEG. D'accord? Il faut la clinique. Donc, on a fait le bilan métabolique qui est revenu normal, l'imagerie TDM normale. Elle avait une IRM antérieure qui était normale, datant de 2005. Et on a demandé le EEG. Et justement, regardez le EEG. Le EEG, maintenant, vous avez quand même l'œil. Je vous ai montré tout à l'heure des EEG. Ça, c'est l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Là, c'est normal, un tracé d'un sujet normal. Là, c'est pas normal. Vous voyez que c'est comme ce qu'on appelle les pointes. C'est des décharges épileptiques localisées sur T6, sur la région temporale droite. Et ça continue et elle explique l'état confusionnel, les hallucinations de la patiente. Donc, une fois on a fait le EEG en urgence, on était embêté. La patiente, elle était agitée. Comment on a fait pour faire le EEG? Il a fallu la sédater avec les benzodiazépines. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, oui, il y a une possibilité et les anomalies, ils sont toujours là. Les benzodiazépines n'ont pas fait disparaître les anomalies. Par contre, pour le premier cas, si on injecte la benzodiazépine, on fait disparaître les anomalies. Donc, c'est selon ce que vous avez à l'EEG. Si vous avez un état d'absence, le test, c'est un test thérapeutique. Une fois que vous donnez la molécule, c'est un test thérapeutique. Si vous le donnez avant l'EEG, vous perdez le diagnostic. Par contre, dans l'état de mal temporal, il n'y a pas de problème. Vous donnez la benzodiazépine, elle va sédater la patiente et on peut faire l'EEG. Parce que si elle est agitée, elle va arracher les câbles d'EEG, on ne peut pas réaliser l'EEG. Ça, c'est un EEG réalisé avec benzodiazépine. Donc, on a dit le diagnostic, c'est un état de mal temporal. Comment faire? On ne peut pas laisser la patiente dans la nature. Elle ne peut pas revenir chez elle. Ce n'est pas un épisode psychiatrique. Le diagnostic différentiel, c'est un réel épisode psychiatrique. Vous allez me poser la question, tout à l'heure, j'ai dit, je vais vous donner des astuces cliniques, comment faire la part des choses entre une origine psychiatrique et une origine épileptique. C'est beaucoup plus les hallucinations auditives, pas le visuel. Les hallucinations auditives, si le patient adhère à ces hallucinations, c'est psychiatrique. Si le patient n'adhère pas aux hallucinations auditives, c'est épileptique. Je vais vous donner des exemples. Si le patient vous dit, j'entends une voix me parle et elle me demande de me jeter à travers la fenêtre. Il vous dit, je ne crois pas à cette voix. C'est épileptique. Si le patient vous dit, je suis là, dans cette salle, il y a une caméra, par exemple, à travers la caméra de l'ordinateur, ils sont en train de me surveiller. Et ils croient à ça. C'est psychiatrique, jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est des astuces cliniques. Mais quand il s'agit d'hallucinations visuelles, il faut faire le généralement épileptique. D'accord? Donc, on continue.
Le problème qui s'est posé, il faut pas laisser la patiente dans la nature. Il faut pas qu'elle revienne chez elle. Comment faire? Il faut hospitaliser la patiente. Pour pouvoir l'hospitaliser, il faut convaincre les responsables de l'hospitalisation qu'il s'agit d'un cas neurologique. C'est une épilepsie, c'est pas psychiatrique. Il va te dire, mais elle est agitée, elle a des troubles du comportement, je peux pas l'hospitaliser avec des sujets qui n'ont pas des troubles du comportement. Le soir, comment on fait passer les heures de la nuit? Donc, il faut une preuve. Vous montrez la preuve qu'il s'agit réellement d'une origine épileptique et il faut sédater la patiente. Et on a sédaté la patiente avec benzodiazépine de façon quotidienne et on a donné la carbamazépine par son nasogastrique, vu que la patiente était agitée. Vu qu'on ne voulait pas donner par voie injectable, généralement on a dit la voie injectable fonctionne beaucoup plus avec l'état d'absence, comme même avec état de mal temporal, dans certains pays, aux États-Unis, on utilise midazolam, d'accord, les benzodiazépines. Ici, dans cette situation, on a utilisé la voie Péros par son nasogastrique et ça marchait. Mais ça marchait après quelques jours. Il ne faut pas oublier que c'était un drame, cette situation. Pourquoi? La patiente était entourée avec son mari. Et quand elle a présenté ces manifestations, avec troubles du comportement, les hallucinations visuelles de scènes d'animaux sauvages, elle a nié complètement qu'elle était mariée. Elle n'a pas reconnu son mari. Durant toute la semaine, elle n'a pas reconnu son mari. Il venait au service la voir. Il était sous le choc. Il a fallu le rassurer, lui dire il faut patienter, lui expliquer que elle a nié complètement qu'elle était mariée, elle a nié complètement qu'elle avait des enfants. Donc vous voyez, c'est celui qui n'a pas fait le EG, il va dire c'est une patiente de psychiatrie. Il faut l'envoyer en psychiatrie. Donc, on a donné le carbamazépine à une dose. On a commencé progressivement, toujours start low, go slow, 200 mg, 400, 600 mg, pendant plusieurs jours pour arriver à la dose de 600 mg avec benzodiazépine, une injection 1 gramme le matin, pardon, un quart le matin, un quart le soir pour la sédater, pour qu'elle reste stable sur le plan comportement. Et l'hospitalisation, par exemple, ça a été fait le dimanche. Le jeudi, on a refait le EG. Il y avait ça. Une disparition totale des anomalies, quand même, j'ai dit tout à l'heure. Après, il ne faut pas attendre à avoir un tracé qui se nettoie à 100%. Il faut parfois vous trouver des petites anomalies, d'accord? Mais c'est comme après un sisme, vous avez les petites répliques qui restent, ensuite il va disparaître complètement, mais pas tout de suite. Avec le cerveau, c'est la même chose. Ça ne va pas disparaître d'un seul coup. Vous pouvez trouver parfois des anomalies après la crise. Sur le plan clinique, il y a une disparition des troubles du comportement, des hallucinations. Le jeudi, on était en face à une patiente avec conscience strictement normale, disparition de confusion. Elle a reconnu son mari, elle a reconnu ses enfants. Donc, mais après un traitement énergique, après une semaine. Après une semaine. Est-ce que vous avez des questions par rapport à deuxième situation d'état de mal temporal? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'état de mal temporal à travers le chat? Vous m'entendez? Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on progresse? Ou bien j'attends les questions?
Madame, vous m'entendez? Est-ce qu'on continue? Voilà, on attend les questions parce que je suis en train de voir qu'il y a des médecins qui sont en train d'écrire. Voilà, j'ai une question. Comment on fait la différence entre l'état confusionnel et la maladie de Pic? J'ai dit, je rappelle, l'état de mal confusionnel, c'est épileptique, c'est le EG, d'accord? Je vous rappelle aussi que il y a toujours une preuve électrique, c'est-à-dire le EG. Et le EG peut aussi rendre service quand il s'agit d'autres pathologies. Je vais vous raconter l'histoire réelle d'un patient qui est passé aux urgences. Il avait une confusion mentale. On a fait le EG, il n'y avait pas de grave anomalie épileptique. Il y avait un ralentissement, ce qu'on appelle un ralentissement localisé dans la région temporale. Et le sujet a commencé à entrer dans le coma. On l'a fait déplacer et orienter rapidement vers le service de réanimation, rapidement. Et le médecin qui était avec lui m'a dit, juste on a mis la sonde d'oxygène, il y a eu une amélioration. J'ai redemandé de redescendre le patient pour refaire le G. J'ai vu effectivement, quand il n'y a pas la sonde d'oxygène, euh, il y a l'apparition d'un ralentissement sur la région temporale. Vous mettez la sonde d'oxygène au patient, il y a une amélioration et disparition des ondes lentes. Hein. Il y avait des ondes lentes θ et delta. Donc, on a posé la question. On n'avait pas l'habitude d'avoir ce type de situation. Il n'y a pas d'anomalie épileptique, donc ce n'est pas d'épilepsie, mais on sait que la région temporale, j'ai dit avant de commencer cette communication, que la région temporale est toujours la première région du cerveau qui souffre en premier, que ce soit des ordres métaboliques, un processus, par exemple tumoral, quand il y a une compression, risque d'engagement, un hématome extradural. Là, c'est une autre situation. Et justement, on a demandé tous les bilans. On a fait le bilan métabolique normal, l'imagerie cérébrale, elle est revenue normale. Et devinez qu'est-ce qu'on a trouvé quand on a encore poussé, même on a cherché dans les antécédents du patient, en dehors du tabagisme, il n'y a aucun antécédent d'hypertension, diabète, il y a juste notion de tabagisme. L'imagerie thoracique, elle a montré un processus au niveau bronchique. Et justement,
le patient était en quelque sorte en train de faire une sorte d'insuffisance respiratoire, qui a entraîné une hypoxie qui a donné cette confusion, qui a donné cette confusion. Et on a appris aussi la leçon avec le Covid. On a vu que les patients font des confusions quand ils commencent à avoir une hypoxie. Et maintenant, c'est un geste qui devrait être présent au niveau des services d'urgence. Il faut le saturomètre. Il faut toujours il faut déterminer la saturation en oxygène des patients. On a appris durant les années du Covid. Maintenant aussi, devant une insuffisance respiratoire suspecte, la saturation en oxygène est diminuée. Donc, ça oriente. Et quand vous faites le G, vous trouvez un ralentissement beaucoup plus localisé sur les régions temporales. Quand il y a un coma profond, vous allez trouver un ralentissement diffus sur les deux hémisphères cérébraux. D'accord? Donc, c'est des choses simples qu'on peut réaliser. Confusion mentale aussi, une saturation. Il faut le saturomètre. Vous êtes aux urgences, vous avez le droit de demander bilan métabolique en urgence, urée, créate, bilan hépatique, l'imagerie cérébrale, le EEG en urgence, vous avez le droit et vous avez le droit aussi de prendre la saturation. La saturation en oxygène, très importante. D'accord? À travers la saturation, vous n'avez pas besoin de faire une ponction artérielle et faire gazométrie. Grâce à un examen qui n'est pas invasif, on peut sauver le patient. Et comme ce cas-là, on a détecté la présence d'un processus bronchique. D'accord? Autre situation aussi, confusion mentale, le bilan hépatique. Quand on parle de bilan hépatique, c'est pas les transaminases, c'est pas les SGOT, SGPT qu'on a l'habitude de demander, c'est le TP. C'est très important. Le TP, quand il est bas, il veut dire qu'on est devant une insuffisance hépatique. D'accord? On peut trouver des anomalies à l'EG. C'est un sujet Inch'Allah, d'autres formations, mais pas pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on a traité le sujet de l'état confusionnel d'origine épileptique. D'accord? Mais il faut savoir qu'on peut avoir des états confusionnels d'origine métabolique et on peut trouver des grapho-éléments à l'EEG, mais ils ne sont pas épileptiques. Un pattern spécifique. Vous voyez, grâce à un examen qui n'est pas invasif, facile à répéter, on peut sauver des patients. Je vais vous raconter l'histoire réelle d'une patiente suivie pour insuffisance rénale qui a fait une crise convulsive et elle est venue aux urgences de neurologie. On a fait chez elle un EEG. Et quand on a fait l'EEG, on a trouvé des anomalies en faveur d'une encéphalopathie hépatique. Il n'y avait pas l'astérixis, il n'y avait pas les mouvements anormaux au niveau du membre supérieur. Il y avait seulement une crise convulsive et des surélévations des membres supérieurs seulement. Quand on a demandé le bilan hépatique, on nous a dit le bilan il est correct. On a dit c'est bizarre. À l'EEG, on a trouvé des grapho-éléments en faveur d'une insuffisance hépatique. Et on est parti voir la patiente qui était hospitalisée. On a demandé le dossier médical. Quand on a vérifié, on a trouvé un TP à 30%. Alors que pour les internes et les résidents qui étaient avec la patiente, pour eux, l'insuffisance hépatique, c'est les transaminases. Alors que non, c'est le TP. Donc, le TP bas, c'est insuffisance hépatique. L'EEG, il peut montrer des grapho-éléments, ce qu'on appelle les zones triphasiques, qui sont en faveur d'insuffisance hépatique. Alors, autre question, pourquoi vous avez traité la patiente par benzo et carbamazépine? Très bien, merci pour cette question pertinente. On est devant une forme partielle d'un état de mal. Je vous rappelle, pour le traitement des crises d'épilepsie, on utilise des molécules qu'on appelle molécules à spectre large et des molécules à spectre étroit. Les molécules à spectre large, c'est l'acide valproïque, la dépakine.
les molécules à action ou à spectre étroit ou qui peuvent agir sur les crises partielles, c'est la carbamazépine. Et justement, on a utilisé la carbamazépine parce qu'elle agit très très bien sur les crises partielles, y compris un état de mal focal. Donc, on est devant un état de mal partiel en quelque sorte. Et on l'a utilisé. On n'a pas utilisé parce qu'on savait que ça allait marcher. Non, c'était un test thérapeutique parce que si ça n'a pas marché, on allait utiliser d'autres molécules. D'accord? C'est cas par cas. Mais quand même, la carbamazépine, c'est une molécule qu'on connaît, elle est classique, elle est ancienne. La benzodiazépine, on l'a utilisée pour traiter l'état de mal partiel, beaucoup plus dans ce cas-là pour sédater la patiente. Parce qu'on n'avait pas une autre molécule pour la sédater, pour l'hospitaliser. Personne ne va accepter l'hospitalisation d'un patient agité. Il va vous dire il faut l'envoyer en psychiatrie, le mettre sous l'argactyle avant de l'envoyer. Il faut sédater le patient avant. Même pour faire une imagerie cérébrale, personne ne va accepter au niveau d'un centre d'imagerie de faire une IRM ou bien un scanner chez un patient agité. Il va vous dire il faut appeler le réanimateur, ou anesthésiste, il faut sédater le patient. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Très bien. Alors, l'autre question, très bien, une question pertinente. Est-ce que le G doit être systématique devant un trouble psychiatrique? Oui, il est systématique. Même si vous avez devant un patient qui a des antécédents psychiatriques. L'expérience nous a appris que parfois il y a des pièges diagnostiques des antécédents. Vous dites c'est en rapport avec les antécédents. Je vous ai donné à l'introduction de cette présentation l'exemple d'une crise convulsive chez un patient diabétique. Qui a fait une crise convulsive suite à l'hypoglycémie, alors qu'il a des antécédents de diabète. Aucune relation avec l'hyperglycémie. Donc, vous voyez, il faut, devant des situations d'urgence, il ne faut jamais coller ce que vous avez comme symptomatologie avec les antécédents du patient. Et on a appris avec l'expérience, on peut sauver des vies rien que en faisant un screening complet et en faisant des examens et des démarches par excès que par défaut. Et ne pas coller la symptomatologie présentée par le patient avec les antécédents. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Toute pathologie psychiatrique nécessite un EEG. Je vous ai raconté l'histoire réelle de la patiente universitaire, 24 ans. Elle a évité d'aller en psychiatrie, mais c'est une patiente qui devrait passer en psychiatrie parce qu'elle avait justement une épilepsie avec manifestation psychiatrique. C'est des diagnostics difficiles. C'est une épilepsie à diagnostic difficile. Même si elle se trouve aux États-Unis, elle se trouve je ne sais pas où, si on ne fait pas un EEG, on ne pourra jamais donner un traitement antiépileptique pour cette patiente. Vous avez vu à l'introduction que pour dire épilepsie, il faut la répétition des crises convulsives. Parce que quand vous dites il s'agit d'une épilepsie, vous mettez une étiquette pour le patient pour être traité par un traitement à long cours. Un traitement de l'épilepsie, c'est un traitement à long cours. Donc, il faut avoir la preuve qu'il s'agit d'une épilepsie pour pouvoir traiter. D'accord? Donc, si on fait l'EEG et on est devant un tableau psychiatrique inaugural, comme tout à l'heure, le diagnostic d'une épilepsie temporale, personne ne va donner un traitement antiépileptique, sauf celui qui a les résultats de l'EEG. D'accord? Vous allez sauver la vie de ce patient sur le plan insertion sociale, sur le plan confort de vie, sur tous les plans. D'accord? Donc, c'est très important, l'EEG, et vous avez le droit de faire l'EEG d'urgence, d'accord? Personne ne va vous dire non, après un mois, je vous donne rendez-vous. Non, ça c'est EEG d'urgence. C'est ce qu'on appelle l'EEG critique, quand il s'agit d'un état de mal, que ce soit non convulsif. Vous allez faire le diagnostic en père critique, c'est-à-dire durant les crises qui sont sous forme de manifestations psychiques, faire ce diagnostic. Autre manifestation, juste pour vous,
autre manifestation psychique de l'épilepsie temporale, impression de déjà vu, déjà vécu. Je suppose que parmi vous, il n'y en a pas celui qui, c'est-à-dire durant son enfance, n'a pas vécu ça. On passe à côté d'un marché, on dit sûrement on a vu ça avant, sûrement on a vu ça. Ça, c'est physiologique, mais quand ça se répète, ça, c'est pathologique, ça fait suspecter l'épilepsie temporale. Parce que dans l'épilepsie temporale, on a l'état de rêverie, on a l'impression de déjà vu, déjà vécu. Quelqu'un qui est en train de discuter avec ses collègues dehors, il dit, j'ai vécu cette scène avant, j'ai rêvé de cette scène avant. Ça, il faut faire un EEG. Il faut faire un EEG, ça peut cacher une épilepsie temporale. Par contre, j'ai dit, je suis sûr que parmi vous, il y en a ceux, durant leur enfance, ont passé à côté d'une rue ou bien a rencontré une personne et a dit sûrement, j'ai vu cette personne ou bien je suis passé par cette rue avant. Ça, c'est tout à fait normal, c'est physiologique, ça suit la maturation cérébrale. Hein. L'enfant commence d'abord à réfléchir avec une région du cerveau, ensuite avec la maturation cérébrale, il y aura l'apparition des connexions interhémisphériques et ça, c'est des éléments qu'on peut trouver, ou bien une symptomatologie qu'on peut trouver chez un sujet normal. D'accord? C'est comme, par exemple, le somnambulisme. Hein. La majorité des médecins le connaissent. Je rappelle, le somnambulisme, ou bien pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir des cas, c'est Hmarlil. Hein. Pour nos régions, Hmarlil, un enfant, le soir, il dort sur son lit. Juste après, au milieu de la nuit, il va se lever, les yeux fermés, il va ouvrir la porte du réfrigérateur, il va commencer à manger, il retourne dormir. Ça, c'est somnambulisme. Ça, c'est physiologique, c'est pas pathologique. Ça devient pathologique quand ça persiste à l'âge adulte. Parce que normalement, durant le sommeil, on a une résolution totale du tonus. Si on n'a pas une résolution totale du tonus, on peut, par exemple, ouvrir la fenêtre et se jeter, ouvrir la porte et sortir dehors, écrasé par une voiture. Donc, vous voyez, le bon Dieu a fait que ça permet de nous protéger durant le sommeil, durant l'absence de vigilance. Il y a une résolution totale du tonus. Mais chez un enfant de 4 ans, de 3 ans, c'est physiologique. Il n'y a pas encore la maturation cérébrale. Une fois le cerveau devient mature, à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, il devient mature, il y aura moins, ça devient moins fréquent. Ensuite, ça disparaît. Ça, c'est physiologique. Le pathologique, quand ça se répète beaucoup, quand ça persiste à l'âge adulte, là, il faut consulter. Là, c'est un problème du sommeil, hein, somnambulisme. C'est comme la narcolepsie. C'est un problème du sommeil. Il faut le traiter. Il faut donner une molécule qui permet une résolution du tonus durant le sommeil. Sinon, il y a un risque pour la vie de la personne. Il peut sortir dehors sans le savoir. Professeur? Oui? Là, on sera obligé d'aller vers la fin. Oui, on a terminé. Je vais pas trop vous embêter par rapport à l'essentiel. Ne vous embêtez pas, vous êtes un passionné. C'est différent. Voilà, merci. Donc, on a traité les deux pathologies les plus importantes pour les états de mal confusionnels. Donc, le message pour vous, il est là. Hein, il est très simple. Pardon. Voilà, le message devant toute confusion mentale. Il faut faire un EEG d'urgence. Personne ne va vous dire, vous n'avez pas le droit. Je me rappelle, j'ai vécu ces situations avec des collègues généralistes où ils ont peur de demander une imagerie dans les 24 heures ou bien. Non, vous avez le droit, EEG d'urgence devant une confusion mentale, jusqu'à preuve du contraire. D'accord? L'astuce, c'est quand vous avez des antécédents d'épilepsie. Quand vous avez les antécédents d'épilepsie, il y a ça ou bien ça. Soit état d'absence, c'est une forme généralisée, soit état de mal partiel, plus souvent temporal. D'accord? C'est ça l'astuce. Devant quelqu'un qui a des antécédents d'épilepsie, cherchez, c'est dans 80%, c'est un diagnostic positif.
Ça ne veut pas dire que si on n'a pas d'antécédent d'épilepsie, ça ne peut pas cacher ça. Si, mais il faut avoir cette sémiologie de poser la question ou bien de chercher les antécédents. Si vous avez confusion chez un sujet avec antécédent d'épilepsie, c'est sûr que c'est un état de mal confusionnel. D'accord? Et le traitement, essentiellement les benzodiazepines ou bien d'autres molécules quand il s'agit d'état de mal partiel, temporal par exemple. Merci pour votre patience. Merci, professeur. Merci à vous. Hein? Yatikum saha. C'était un plaisir, Inch'Allah, pour d'autres formations, Inch'Allah. 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 Merci, Madame Gogam. Merci, Sahid. Et bonne journée. Islam, au revoir. Merci à vous de même, Aya. Bonne journée à vous tous. Recording stopped.